Euh, alors, bonsoir tout le monde. Alors, tout le monde, on est quelques connectés pour l'instant. Euh, J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran avec la page de garde. Si c'est le cas, vous pouvez faire un petit signe en levant la main, quelque chose comme ça, on est, on est sûr. Ok, mais bien reçu, Adrien, merci. Bon, on n'est pas encore beaucoup. On a une dizaine d'inscriptions, donc on va attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte. Et puis, euh, et puis on commencera. Euh, alors, bonsoir à quelques personnes qui nous ont rejoints. Euh, alors, je vous propose d'attendre qu'il soit 18h05 pour commencer. Parce que d'après ma page d'inscription, il n'y a pas énormément de personnes qui se sont inscrites, donc on va pas essayer d'attendre tout le monde. Dis-moi, Maxime, Oui. en attendant de démarrer, j'ai deux petites questions là sur le jeu du robot. Mhm. Tu peux me répondre. Le démarrage en zone, si les outils dépassent la zone, mais qu'ils ne touchent pas le sol, est-ce que c'est accepté? Non, c'est pas accepté. C'est la ligne, c'est ça, le volume compte en fait. Faut avoir une vision en volume. Donc en fait, dès l'instant que ça sort de l'espace qui est délimité par la ligne, c'est hors zone. Alors, même sans Ok, toucher le sol. on est d'accord. On démarre de n'importe quelle zone. Démarrer de n'importe quelle zone, ouais. D'accord. Et on est obligé de passer sur les deux zones? Non, pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Si vous arrivez à tout faire depuis une seule et que vous n'avez pas besoin de mettre de technicien
de l'autre côté de la zone, c'est votre stratégie et voilà, c'est tout à votre honneur aussi. Merci. Il y a pas d'obligation. Euh, eh ben écoutez, 18h05, donc merci au présent de nous avoir rejoints pour ce dernier webinaire de l'année qui va concerner donc euh, le- l'objectif de partir à un championnat international de la First Lego League. Ce soir, j'ai Patrice Ménard, ancien professeur de technologie qui a participé à la First Lego League pendant plusieurs années, qui va nous présenter son expérience et ses conseils pour pouvoir partir tranquillement à l'étranger. Et j'aurai aussi Serge Guéry, coach des anciennement No Limit et aujourd'hui des Da Vinci, qui va intervenir pour vous donner quelques petits conseils en fin de webinaire. Et puis à la fin de la présentation, on pourra tous échanger ensemble pour répondre à vos questions et vos interrogations, si vous en avez, et je pense que vous en aurez. Euh, donc je fais un petit rappel du planning des webinaires. Si jamais il y a un problème d'affichage ou de son, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dans le chat. Voilà, c'est le dernier webinaire donc pour l'année. Donc on en a déjà fait trois jusqu'à maintenant, et ça va faire bientôt quatre, qui ont plutôt bien marché. Je suis assez contente de ça pour la fin d'année. Là, on a réussi à toucher plusieurs équipes sur les différents thèmes importants pour préparer la saison. Euh, il y en a de nouveaux qui vont arriver à partir de janvier et donc ça sera pour janvier, ça sera moi qui l'animerai. C'est comment se déroule une compétition, comment on s'y prépare. Ce qui va se passer, c'est que je vous présenterai une journée type hein, où vous pourrez voir un peu comment ça se déroule. Ça sera notamment important pour les nouvelles équipes. Et puis, on passera un petit peu en revue la manière dont vous allez être évalué, entre guillemets. Parce que les feuilles de notation changent. Et puis, voilà. Donc ça, j'ai fait une petite aparté, puis après, on reparlera par la suite des futurs sujets, mais que vous voyez à l'écran. Alors en sommaire, Patrice va se présenter. Alors en fait, il va se présenter, mais après la vidéo, il y a une petite inversion dans mon sommaire. On a une petite vidéo qui nous a été envoyée par Serge, pour nous faire une petite introduction à ce que c'est qu'une First Lego League à l'international. La vidéo parle d'elle-même, vous verrez. Et puis ensuite, Patrice pourra dérouler sa présentation sur les préparatifs, comment on s'organise, comment on organise son équipe avant et sur place, comment se déroule une journée, une semaine même, parce que c'est pas seulement sur une journée, une FLL. Et puis enfin, l'apport pour nos jeunes de ce que ça va leur faire. euh, et puis Serge terminera par citer un petit peu un petit mémo qu'il a écrit. Toutes les ressources vous seront repartagées, bien sûr, à la fin du webinaire. Je vous lance la vidéo. Oh, leave it. Pause. Vive la pause.
Voilà, donc merci à Serge de m'avoir envoyé cette vidéo. Je trouve que ça fait un bon avant-goût au webinaire et je vais laisser la parole à Patrice. Patrice, c'est à toi. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai aperçu pour mon expérience. Donc, moi, je suis Patrice Ménard, ancien prof de techno passionné à la retraite depuis 2020. En 2002, j'ai participé au premier concours de la FLL en France à Bordeaux, au Parc des Expositions. À l'époque, c'était un prof de technologie, Daniel Lépine, qui organisait les rencontres de la FLL. En 2019, j'ai accompagné une équipe au Liban pour mon dernier concours international. J'ai participé à la réorganisation du concours avec Caroline dans les années 2013-2014. De 2002 à 2019, je faisais robotique après le repas de 12h30 à 13h30 dans un établissement privé catholique, le collège Assomption Sainte-Clotilde à Bordeaux. De 2015 à 2020, j'organisais les rencontres régionales de Bordeaux, à l'ENSERB, à l'université, et en 2018, une rencontre nationale. Le concours vraiment m'a beaucoup apporté comme plaisir et j'ai essayé de le partager avec beaucoup de jeunes et beaucoup de coachs. Voilà. Alors, une première observation, beaucoup d'éléments qui vont être présentés sont toujours aussi valables pour le concours national, certains pour le régional. Mais l'international propose des idées et des conceptions encore plus abouties, supérieures. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, mais l'international propose. Pardon, Patrice, ton micro a été coupé, j'ai fait une mauvaise manip. Est-ce que tu peux le remettre? Merci, Excusez-moi, excusez-moi. encore une fois. Donc, mais l'international propose des idées et des conceptions encore plus abouties, supérieures, et les échanges avec les candidats de différentes nationalités sont très enrichissants. Il impose à l'équipe, de par la concurrence, au Liban on avait 75 équipes, 45 nationalités, plus d'exigences de façon générale. Les lieux de nos compétitions internationales. En 2010, nous sommes allés à Taïwan. En 2012, en Floride. 2017, Sydney. Et 2019, le Liban. Au Liban, je n'étais pas coach. Voilà. Quelle préparation avant l'international? Donc, le budget. Donc, le transport de l'équipe, souvent grâce à un avion. Donc, s'y prendre assez tôt pour la réservation et pour avoir des prix raisonnables. Les éléments du coût, principalement l'hébergement, l'alimentation et le transport. L'hébergement et l'alimentation sont déjà réservés par l'organisation et varient selon les pays. Le financement dans les établissements privés, les entreprises, les familles, les organismes publics et l'établissement. Quelques chiffres, j'ai récupéré quelques chiffres, mais peu. Taïwan, je n'ai pas le coût, mais par contre, pour le financement, la mairie de Bordeaux nous avait donné 5 000 €. On avait travaillé sur le vélo dans la ville de Bordeaux et M. Juppé nous a accueillis et nous a donné ces 5 000 €. Les fournisseurs du collège, quelques parents et l'établissement. À Sydney, le coût s'est élevé à 20 000 €. Le financement, les familles à hauteur de 6 000 €, les entreprises 8 000 € et l'établissement 6 000 €. Les familles 6 000 €, l'entreprise 8 000 € et l'établissement 6 000 €. Le Liban, 16 000 € en tout, principalement les entreprises, quelques parents et l'établissement.
Ce qui est important, donc, c'est de prendre conscience déjà que les possibilités de financement sont différentes suivant l'encadrement de l'équipe. Un groupe de parents, un établissement scolaire privé, un établissement scolaire public, une association n'ont pas les mêmes ressources. Donc, se constituer une base de données d'entreprise, fournisseurs d'établissements, anciens élèves, les entreprises des parents et des entreprises consultées pour la problématique du projet. Juste dessous, là, vous avez l'ensemble des entreprises qui ont financé 8 000 € pour aller à Sydney. Jardiland avait versé 3 500 € parce que il était vraiment partie prenante dans notre projet. Guillamier, c'était une entreprise de transport logistique. C'est un ancien élève qui chapeaute cette entreprise. Voilà. En ayant une base de données et en faisant des concours à la suite, on peut bénéficier de ressources vraiment importantes. Les élèves. Le choix des élèves est l'aboutissement d'un long processus de préparation, réalisation et réussite du concours régional et national. C'est à l'issue de ces deux concours qu'on a notre équipe, en fait. Les 2 premiers voyages à Taïwan et en Floride, en majorité de bons élèves, la plupart faisaient anglais international. Du coup, ils avaient des possibilités, des facilités pour s'exprimer en anglais. Les 2 derniers concours, plutôt une mixité avec de bons élèves et des élèves moyens passionnés de robotique. Dans tous les concours, j'avais des groupes de spécialistes. Naturellement, nous avions un groupe robotique et un autre qui s'occupait plutôt du projet et de la com. 4 années, une fille s'est éclatée en robotique. Elle était aussi bonne que les garçons et plus pédagogique pour l'accueil des jeunes 5e et 6e. Il est important que tout le monde participe le jour J. Et je dirais quand même qu'il ne faut pas vraiment être un excellent élève pour réussir dans ces concours, mais ça peut aider. Voilà. Souvent, ils sont passionnés et ils n'ont pas 17 de moyenne. Organisation de l'équipe. C'est un projet collectif. Chacun donne le meilleur pour le groupe. Suivant les pays, ce sont les parents qui gèrent, les USA, les Pays-Bas, ou les établissements scolaires et associations, comme en France. Si une piste peut être stockée chez un parent, les jeunes auront beaucoup plus d'heures pour réaliser leur mission. Ça, c'est une chose que j'ai découvert à la fin, mais que maintenant je regrette. En fait, Funbrick, l'équipe concurrente sur Bordeaux, faisait ses formations le samedi. Les jeunes venaient le samedi et les jeunes avaient leur piste chez deux des parents et ils ont passé beaucoup plus d'heures que nous à la préparation des missions. C'est vraiment un élément important pour réussir ce genre de concours. Si possible, être bien accompagné par rapport à la compréhension des consignes en anglais durant les épreuves et la gestion du groupe. Attribution de responsabilité à certains membres de l'équipe. J'avais toujours 2 ou 3 personnes qui m'aidaient, qui nous aidaient pour la gestion du groupe. La communication. Communication générale. Comme vous avez vu sur la vidéo, pour l'équipe qui a été aux États-Unis, tous les jeunes ont un t-shirt, donc la tenue collective, un t-shirt avec le prénom, un signe de l'établissement, un élément du thème, logo ou plus. Prévoir au minimum 2 tenues pour chacun. Au début, pour les premiers concours, j'assurais la mise en place des transferts avec le fer à repasser. Pour les derniers concours, j'ai demandé à une entreprise. Certains élèves doués pour cela réalisaient une banderole, créaient un logo dans la salle d'art plastique. Il faut créer une décoration pour le stand, à voir en fonction du thème. Pour les derniers concours, nous utilisions des kakémonos, une décoration pour le robot et les photos du groupe. Quand on recevait les tenues, nous organisions des séances de photos collectives devant le portail, la porte d'entrée de l'établissement. Et je demandais aux jeunes, avec les bras tendus, de regarder l'objectif
J'étais au premier étage. Ça faisait une photo dynamique. Ensuite, la communication spécifique pour aider à la compréhension des jurys. Préparation d'une maquette pour expliquer la solution retenue de la problématique du projet. Pour l'épreuve de design, c'est important d'utiliser des affichages sur des panneaux pour concrétiser la partie mécanique, électronique et certains éléments des programmes utilisés. Pour la plupart des concours, la langue commune est l'anglais, donc toutes les épreuves doivent être présentées en anglais. On peut se faire aider d'épreuves d'anglais ou des sections spécifiques. Nous avions une section internationale, donc c'était un peu plus facile. La robotique. Utiliser les bonnes dimensions des tables de robotique données par le cahier des charges. Utiliser des capteurs pour avoir le plus de chances de réussite sur les enchaînements. Il est primordial avec les piles chargées de tester plusieurs fois la même mission et les enchaînements. Chaque équipe a une base robotique avec les moteurs, l'automate et les roues. Ne pas oublier les pièces de rechange et le gabarit pour bien positionner le robot avec son accessoire dans son aire de départ. Un moment durant les 2 jours du concours, on propose aux équipes de constituer des binômes, se regrouper avec une autre équipe en se partageant les missions et réaliser le plus de points possible, souvent planifiés avant la compétition. Nous, on a vécu ça en Floride. Une équipe d'un État des USA voulait absolument faire ce genre de challenge avec nous. Voilà. Du temps en plus pour les établissements scolaires. Durant les vacances, les élèves passaient de 3 à 4 jours et le week-end avant le départ, il restait une journée à l'établissement. Si une piste peut être stockée, donc là, je répète un peu, chez un parent, les jeunes auront beaucoup plus d'heures pour réaliser les missions. C'est vraiment un élément important, je pense. Tester l'équipe. Nous avons fait ça les dernières années. Ne pas hésiter à faire passer le groupe devant des personnes d'un jury régional. Si vous connaissez des personnes qui sont dans des jurys, ben vous les invitez et vous faites passer une ou deux équipes devant. Et comme ça, ils peuvent analyser finement leur comportement collectif et donner des conseils, par exemple, pour l'esprit d'équipe. Organisation générale des journées. Un jour de visite, souvent selon le thème. À Sydney, par exemple, c'était les interactions des humains et des animaux cette année-là. Et donc, on avait passé une journée au zoo à Sydney. Voilà, ça dépend en fait du thème, la journée de visite. 2 jours de concours, une demi-journée pour les résultats et les différents prix. Souvent, durant les 2-3 jours de concours, il y a un spectacle. Il est demandé si vous désirez faire participer votre équipe. Et à Taïwan, l'équipe avait présenté leur histoire sur l'aire d'aux Champs-Élysées, en déroulant une banderole avec des symboles bien français. Vous les avez sur les photos dessous. Quelquefois, l'organisation peut proposer aussi, en plus, après le concours, une visite de lieux et monuments du pays. Ça s'est passé ça à Taïwan. En fait, l'organisation, l'équipe d'organisation proposait, moyennement un forfait, pas très élevé, la visite de Taipei, la capitale, et du nord de l'île. On l'avait pris et c'était vraiment très sympa. Les apports pour les jeunes sont énormes. Les savoirs théoriques et les savoir-faire sur la robotique et la conception, les différentes solutions à une problématique du thème, montrées sur les stands et expliquées par les compétiteurs, les choix de chaque équipe pour les accessoires pour réaliser les missions, les stratégies pour réaliser les enchaînements, les échanges avec les autres équipes, les visites, parcs, bâtiments, établissements scolaires, la découverte de la culture du pays, la découverte du monde, des entreprises et de la démarche de projet. C'est vraiment un concours très, très, très riche. Et dans notre cas, pour l'établissement, je présente souvent ça aux parents quand il y a des portes ouvertes, enfin quand il y avait des portes ouvertes.
Pour le concours en Floride, le concours se déroulait dans un établissement scolaire et cet établissement recherchait un établissement français pour avoir un échange durant l'année pour les langues. Et donc, depuis 2012, l'Assomption de Bordeaux réalise cet échange continuellement avec cet établissement qui nous avait accueillis. Et deuxième projet qui est assez intéressant pour l'établissement, vous avez en bas là, une terrasse dans notre établissement. C'était l'année de Sydney. Et donc, les sixièmes travaillaient sur la problématique des abeilles. Donc, c'était les interactions des humains et des animaux. Et les troisièmes travaillaient sur la biodiversité. On a fait venir un apiculteur. Il a visité notre collège et il a dit, mais tiens, sur cette terrasse de 30 mètres carrés, on pourrait mettre des ruches. Et on a défini comme ça l'emplacement de la solution des troisièmes pour la biodiversité. Et cet agencement, cet équipement de terrasse a pu servir, donc on l'a mis en œuvre, a pu servir pour plein d'années suite à ce concours, donc grâce à ce concours robotique. Donc pour aller à l'international, il faut un haut niveau de connaissances et de savoir-faire en robotique. Cela passe par l'expérience et la transmission d'année en année des savoirs entre les équipes d'une même structure avec l'aide de mentors. C'est un élément que petit à petit, j'ai pris conscience vraiment. Les dernières équipes que l'on a eues en 2017, 2019, les élèves qui étaient en 4e, 3e avaient un savoir incroyable. Et ce savoir, il avait été transféré au 6e, 5e petit à petit. Et les 6e, 5e se débrouillaient beaucoup plus rapidement, progressaient beaucoup plus rapidement que dans les premières années. Donc, entretenir ce savoir entre les élèves, entre les équipes, c'est vraiment un plus pour l'établissement, pour les équipes. C'est important aussi d'acquérir petit à petit les étapes de la démarche de projet. Voilà. On peut voir la différence de robot entre la Floride, la deuxième image, on a un tout petit robot, et puis le Liban, la quatrième image, on a là une base et puis des accessoires énormes autour, deux mondes différents. Ben, merci Patrice. Merci pour votre attention. Et alors, Serge, je te laisse la main pour présenter rapidement ton mémo. Alors, j'ai mis les premières lignes et les dernières, donc je te laisse piocher là-dessus pour ça. Oui, bonjour à tous. Alors, à la suite de ce qu'a fait Patrice sur sa présentation, moi, je voulais vous proposer ce petit mémo-là, en fait, de tout ce qu'il faut penser si vous voulez partir à l'étranger. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, parce que moi, j'ai du mal à lire. Si tu peux grossir peut-être une partie. Alors, comme c'est une présentation, ça va être compliqué. Ouais. Je suis Max. Ouais, non, je peux pas. Là, je suis désolé. Alors, ok, pas de Bon. problème. Je vais prendre sur le mien. Je verrai peut-être un peu mieux. Oui, voilà. Ce qu'on a essayé de faire là, c'est d'essayer de recenser un peu tout ce que vous devez penser avant de partir. Notamment, commencer à réfléchir le plus tôt possible. En fait, dans le mémo, je le fais commencer le mémo au moment où l'équipe a été confirmée pour participer à la finale France. Vous savez, vous avez passé la régionale, vous avez fini premier, deuxième ou quelque chose comme ça, et dit bon, vous allez à la finale France. Et bien là, c'est, je pense, le moment où il faut commencer à se poser la question si l'équipe a l'envie ou les capacités de pouvoir aller à l'international, puisqu'il y a un budget à monter. Là, sur l'exemple que je vous mets, je vous ai mis quelques chiffres. Nous, par exemple, dès qu'on prend l'avion pour partir traverser l'Atlantique,
on est dans les déjà plus de 2 000 €, moi je dirais même en gros 2 500 € par personne. Donc c'est vraiment des budgets conséquents qu'il faut arriver à réunir, ce qui est pas tout le temps évident. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se poser la question parce qu'en fait, pourquoi je parle de ça? C'est que quand vous allez arriver à la finale France, admettons que l'équipe marche bien, vous finissez dans les premiers, donc effectivement vous allez pouvoir partir à l'étranger et en fait tout s'enchaîne très, très vite derrière parce que nous, la finale France est relativement tard dans le calendrier. Par exemple, si on veut aller au World aux États-Unis, c'est mi-avril et donc comme la compétition en France, on la fait généralement en mars, ça laisse pas beaucoup de temps pour se retourner. Donc il est bon d'avoir déjà réfléchi avant si, vous voulez, partir. Notamment, je pense, au passeport, à différents, petites choses qu'il faut préparer avant le départ et donc une fois que vous avez décroché votre place à l'international, eh ben, comme je vous dis, tout s'enchaîne très vite. La 1re des choses, c'est qu'en fait, il faut valider votre place auprès de l'organisation qui va vous recevoir. En général, il y a des frais d'inscription, qui peuvent varier du simple au double. Certaines fois, c'est 1 000 € ou même moins et d'autres fois, c'est 2 000 €. Ça va dépendre au niveau de l'organisation de ce qu'elle, inclut ou pas dedans, ces frais d'inscription. Parce que, comme a dit Patrice aussi, c'est que chaque organisation voit son truc. C'est-à-dire que certaines organisations, ben, c'est juste l'inscription, point, à la compétition et il y a rien de prévu et puis d'autres fois, il y a les repas du midi qui sont prévus, les repas du midi et du soir, il y a, des visites, enfin des choses, voilà. Donc ça peut fluctuer et donc les sommes est pas négligeable et c'est à payer tout de suite, en fait. Tant que vous n'avez pas payé au moins un acompte conséquent, et ben, vous n'êtes pas sûr que votre place, à international soit vraiment validée. Et puis, après, si effectivement il y a une partie, transport en avion, et ben, il faut aller très rapidement auprès, bah, d'une agence ou quelque chose comme ça, qui va vous faire un devis, plus, précis et donc effectivement, bah, c'est tout de suite des frais derrière engendrés. Alors ça, c'est la partie effectivement, comment dire? Heu, du début et puis vous verrez dans le mémo, je ne vais pas passer tous les points, mais on a mis aussi un certain nombre de choses qui nous sont arrivées pendant nos déplacements. Par exemple, vous savez que comme c'est des mineurs, vous avez l'obligation de faire signer aux parents, une autorisation de sortie de territoire. Cette autorisation de sortie de territoire est valable que pour les enfants où il n'y a pas de parents qui les accompagnent. Heu et ce qui nous arrivait des fois, c'est que, bah, les parents sont pas forcément mariés. En gros, la maman a pas forcément le même nom que les enfants et il faut faire attention à ça parce qu'on a eu le problème, nous, une fois, il y avait la maman avait signé, de son nom de jeune fille et qui était pas le même que les enfants. Et ben, quand on était à l'aéroport, on a été obligé d'appeler devant le policier. On est obligé d'appeler la maman pour qu'elle nous confirme à l'oral que c'était bien elle qui avait signé. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, nous, on se fait plus avoir avec ça. Je demande à ce que ça soit le parent qui a le même nom qui signe le document et que comme ça, j'ai sa pièce d'identité du parent pour le présenter. Donc c'est ce genre de petites choses. On a aussi, je vous ai mis aussi en partage, en ressources, que Maxime passera le lien, hem, tout un tas de documents, notamment, pour les recherches de dons. Nous, on a une espèce de prospectus, qu'on envoie, accompagné d'un bulletin de dons, tout qui est plus facile. C'est pour entre guillemets «faciliter les choses» auprès des gens. Je vous ai mis aussi, un tableau Excel de suivi, c'est celui-là que nous on utilise, qui permet de suivre, ben, tout ce que vous avez besoin d'un point de vue, comment dire? Document, papier, hein, papier pour partir. Donc ben, comme je vous ai dit, le visa, s'il y en a, le passeport, les il y a aussi le droit à l'image, enfin, il y a plein de choses
Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand il y a des parents qui viennent aussi, je récupère aussi une photocopie de leur passeport. En fait, je centralise tout pour qu'au moment du départ, il n'y ait pas de surprise quelconque, qu'il manque un papier, quelque chose comme ça. Dans les autres choses que vous aurez aussi avec le lien, vous aurez aussi un trousseau, donc c'est-à-dire on préconise aux familles, quand on prend l'avion, on leur préconise un certain nombre de choses à emmener à l'intérieur de l'avion, c'est-à-dire avec le bagage cabine et évidemment, dans la soute. Puisqu'il y a un petit problème à résoudre, c'est qu'à un moment donné, il y a un robot à emmener. Robot, il y a aussi, les banderoles, il y a aussi, la maquette, enfin, il y a plein de choses à emmener et donc du coup, il faut, se répartir tout ça dans les valises et donc pour s'assurer qu'il y ait de la place partout, on indique ce qu'on veut que les enfants emmènent. Voilà, par exemple. Donc ça, vous l'aurez aussi. Et puis, je finirai, mon intervention sur, la météo. J'ai mis en point numéro 36, vous verrez, un petit message sur la météo parce que ça nous arrivait aussi. On n'avait pas fait attention qu'à l'arrivée, il allait nous pleuvoir dessus et forcément, tout ce qui était vêtements de pluie était pas dans la bonne valise, était dans la grosse valise de soute. Et donc ouvrir les valises en plein dans l'aéroport pour sortir les Kawaii ou autres, c'est pas évident. Donc petit conseil, juste regarder juste avant de partir quel temps il va y avoir en arrivant pour que ça se passe bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, par rapport à ce mémo. Je vais en profiter que j'ai la parole pour quand même, heu vous transmettre cette, comment dire? Cette passion qu'on a sur ces voyages à l'étranger avec les jeunes. Comme a dit Patrice, c'est extraordinaire, c'est tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 3 jours, vous allez rencontrer plein de pays différents de toute la planète et avec des jeunes qui vivent la même envie, la même passion et si vos jeunes que vous emmenez ont envie, ils vont pouvoir, discuter, se rendre compte que, il y a des choses qui se font d'une certaine façon, qui sont différentes qu'en France, et ça marche aussi, hem et c'est vraiment un moment de partage, d'échange, dans les stands, heu, le but, c'est aussi de passer dans tous les stands et de récupérer des pins. Ah oui, donc ça, faut penser aussi à emmener des goodies pour partager, distribuer avec les autres jeunes. Et vraiment, enfin, c'est vraiment 3 jours exceptionnels. Oui, il y a la compétition. Oui, il y a des moments où il faut être sérieux, il faut, se reconcentrer. Mais globalement, quand il y a une belle organisation, moi je me rappellerai toujours la vidéo, vous l'a montré là, au Brésil. Les Brésil, ils avaient fait les choses en grand. C'était vraiment tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait une ambiance de feu, il y avait, les jeunes, OK, il y avait la compétition, mais vraiment, Heu, c'était vraiment extraordinaire. Donc n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un budget à monter, c'est vrai que c'est des contraintes, c'est vrai que c'est peut-être des fois difficile et peut-être ça paraît insurmontable, mais il faut si vous pouvez le faire, faites-le. C'est voilà, ça serait ma phase de conclusion. Si vous pouvez le faire, faites-le. Voilà Maxime. Merci beaucoup Serge, merci. Bah, écoutez, merci à tous les 2 en tout cas, pour la présentation des retours d'expérience, c'est important. Et puis, moi j'espère que les messages sont passés et qu'ils pourront servir. Je propose aux participants de poser leurs questions, s'ils en ont, et je pense qu'ils en ont. Et puis alors levez la main ou poser la question directement dans la conversation, et puis je vous activerai votre micro. Pas de questions? Ouais, les gens sont timides.
C'est c'est étonnant ça. Ouais, c'est Parce que étonnant. c'est pas un sujet. Enfin, c'est un sujet on a envie de discuter normalement, ça. Ouais. Euh, que rajouter de plus pour essayer de... en fait, il faut... euh, c'est des choses, enfin, moi, c'est des choses que je discute avec les parents principalement, assez rapidement dans le planning, pour voir quelle est l'envie des parents, parce que j'ai pas trop envie embêter les enfants avec ça au départ. On essaie de se sensibiliser parce que rapidement, les sommes sont énormes, hein. Comme je vous ai dit, là, en gros, 2500 € là, pour cette année pour aller à Boston. Même si on a eu des dons, même si on a eu des subventions, ça va quand même rester une belle somme à la charge des familles. Euh, donc, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut vraiment discuter. Alors, pour information, merci Serge. Pour Mm. information, alors j'ai pas les dates en tête, mais j'ai les destinations pour 2025. On en a quatre. On a Houston aux États-Unis, on a Long Beach en Californie, toujours aux États-Unis. On a la Grèce. Alors, j'ai pas la ville exacte, mais de mémoire, c'est à 2 heures d'Athènes pour situer géographiquement en Grèce. Il me semble que c'est au Et nord. c'est au Il me semble que nord. c'est au nord. Ouais, Ouais, au Mycène. nord. Ouais, ouais, c'est ça. Une, Sylvain, une des il me grandes semble villes du que. nord de la Grèce, il me semble. Il me semble que oui, le nom me dit quelque chose, ouais. Mm. Et on a en plein milieu. Ok, ok, peut-être. Et l'Afrique Mm. du Sud en dernière grosse destination. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, il y a la Grèce, donc voilà, donc ça fait partie des pays qui restent en Europe et assez proches. Donc on est sur des budgets qui sont moins conséquents. Donc voilà, donc pour des équipes, c'est pas impossible, c'est pas infaisable, voilà. Et je vais en profiter du coup, parce qu'on en parlait aussi hier soir. Euh, il suffit pas juste d'être premier ou deuxième pour partir dans ce genre de compétition, parce que le but c'est que toutes les places soient utilisées par les équipes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que oui, on utilise le classement général de la compétition nationale pour envoyer les équipes. Mais si jamais le deuxième, admettons, n'a pas de budget ou n'a pas d'autres contraintes pour partir, en fait, la place va retomber sur la personne en dessous, et donc potentiellement le quatrième, si le troisième a déjà une place. Et puis si le quatrième ne peut pas, ça peut retomber sur le cinquième. Et ça peut très vite retomber parce que beaucoup d'équipes ne sont pas forcément prêtes. Une fois, c'est même retombé sur le quinzième, je crois. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que c'est pas forcément les meilleures équipes en nationale qui ont la chance de partir. Ça... Nous, en fait, on a bénéficié de cela. Ouais. On Ouais, n'a jamais voilà. été premier, deuxième, mais il y a eu des désistements et en fait, on en a profité. Mm. Et on en Mais est chaque très année, content. ouais, chaque année Ouais, c'est ouais, comme ouais. ça de toute façon. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça que je vous disais il faut en parler avant la nationale, savoir si l'équipe est capable et a envie de partir à l'étranger, en fait. Parce Mm. que derrière, ça s'enchaîne très vite. Si une équipe dit non, bah derrière, même si vous êtes sixième ou septième, bah, vous pouvez avoir une proposition de départ. Donc, il faut être capable de dire oui, je la prends assez rapidement, quoi. Et pour répondre à Sylvain en question, alors les places, en fait, comment ça s'articule? C'est alors le premier de la finale, bon, il sait qu'il est premier, donc il a le choix en fait parmi les quatre. Donc il choisit celle qu'il veut et puis il prend. Et puis en fait, les trois propositions restantes, bah, on demande aux trois suivants et puis en fait le quatrième, on va dire, il prend ce qui reste quelque part. Euh, Il n'y a pas d'attribution de destination en fonction de la place. De rien. Après, si je peux rajouter des choses, Ah bah oui, vas-y, hein, oui, on y tant va. qu'à faire Je passer. parle, on a un peu de temps. Oui, oui. Euh, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'international, le niveau est très, très relevé. Euh, C'est-à-dire que qu'il y a des choses en France, chez nous, qui
peuvent passer. On peut finir par un premier ou deuxième en France et à l'international, ne pas toucher terre, hein, parce que tout simplement, euh, quand on va à l'international, si je prends juste le match de robot, bon, il y a de plus en plus d'équipes en France qui sont capables de le faire, mais moi j'étais impressionné les premières fois où plusieurs équipes arrivent à faire le top score et le top score à tous les matchs. C'est-à-dire que sur trois matchs de compétition, ils étaient capables de faire le top score à chaque fois. Ça veut dire un niveau d'expertise, un niveau de précision dans le programme et tout qui était tout bonnement extraordinaire. C'est impressionnant. Et pareil aussi sur tout ce qui est jury. Le jury, Laure, ma femme, elle n'est pas là, elle a été juge l'année dernière au Maroc. Au niveau du jury, comment dire, les attentes sont très, très importantes, c'est-à-dire ils vont vérifier que tous les enfants vont parler, que tous ils ont un peu travaillé sur quelque chose, que ils se sentent bien, ils sont heureux, et en fait on sent qu'ils ont une expertise, c'est-à-dire que ils savent de quoi ils parlent, ils ont fait des recherches, ils sont au point sur le sujet, quoi. Et dans la présentation, ça se ressent. Quand ils parlent, c'est limpide, c'est clair, c'est voilà. Et après, au niveau des questions, effectivement, comme a dit Patrice, avoir quelques jeunes qui se débrouillent bien en anglais, ça permet quand même de fluidifier. Nous, je vois, c'était cette année là à Boston, ça s'est plutôt mal passé. Pourquoi? Parce que en fait, dans les jeunes, on en avait deux qui parlaient plutôt bien l'anglais, mais trop timides. Alors en fait, quand on était posé une question, ils ne se lançaient pas. Il fallait qu'ils discutent avec les autres en français pour en fait faire juste une traduction. Du coup, ça perd de l'efficacité, quoi. Perd de l'efficacité. Et donc, du coup, même si le projet est bon, même si les 5 premières minutes de présentation sont bonnes, derrière, les questions, ça fait flop, quoi. Et donc, du coup, c'est difficile de remonter après ce genre de choses. Donc, et je rejoins Patrice quand même, sur ce qu'il a dit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'avant de partir, on organise des séances de présentation aux familles, des gens qui nous soutiennent. Des fois, on fait venir des élus aussi qui nous soutiennent. Ils viennent. Alors, on leur présente, on présente la présentation du jury, hein, ce qu'on va faire. Et derrière, ils posent des questions. Et donc, ça force les jeunes à essayer de donner une réponse correcte, quoi. Voilà. Mais Oui, je sinon, c'est confirme. chouette, hein. Ouais, je confirme tout ça aussi, hein, je l'ai vécu. Donc, ouais, les séances de préparation en Il anglais, ouais. n'y a pas le choix. Ouais, non, non, non. Il Autant faut. la première année, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte, on part un petit peu les mains dans les poches, et puis quand on arrive sur place, on découvre, c'est un peu, on tombe du pont, et puis on fait avec, parce qu'on se dit que déjà d'y être, c'est super, parce que c'est quand même une épreuve de réussir à y aller. Et puis on apprend de cette première année, on va pas forcément chercher la performance, on va chercher la découverte, le partage. Mm. Moi, ça, je me souviens, ma première année internationale, c'était comme ça. Et puis la deuxième année, et pour moi j'ai fait que 2 années en international. Mais après, c'est plus on y retourne, plus on a la chance d'y retourner, et puis plus là on peut se rajouter peut-être du challenge, et puis parce forcément on commence à avoir de l'expérience euh, Mm. dans ces moments. Et là, je te rejoins parce que Patrice en a parlé, mais je vais réinsister aussi sur l'intérêt d'avoir des mentors, c'est-à-dire donc des anciens qui sont hors d'âge, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 16 ans, mais qui ont fait peut-être 2 ou 3 ans de robotique avant, qui ont déjà fait 1 ou 2 internationales. Et de les avoir ici, c'est vraiment un plus parce qu'ils ont, entre guillemets, des passe-droits que les coachs n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner dans les jurys, ils peuvent, ils sont un peu intégrés, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire même aussi la traduction. C'est-à-dire que, voilà, et ça passe toujours mieux s'ils disent que c'est un ancien de l'équipe qui a, on va dire, 17, 18 ans, que si c'est le coach qui vient faire la traduction pendant le jury, quoi.
Donc, si vous avez des jeunes qui sont mordus et qui ont envie de continuer, essayez de les conserver en tant que mentors. Nous, on essaye toujours d'avoir quelques mentors. Ça aide. Ça aide. On se repose aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand on est à l'étranger, bah, les enfants, on les laisse. Enfin, c'est des lieux sécurisés. Ils vont faire les stands. Mais à un moment donné, il y a le moment où il faut aller au jury, où il faut aller faire un match. Eh ben, moi, je chope les mentors. Je dis, là, tu trouves l'équipe. Dans un quart d'heure, il faut qu'on soit au bord du terrain. Et donc, bah, ils vont chercher les jeunes là où ils sont, ils les récupèrent, et puis voilà, et c'est parti. Ça, c'est vraiment un gros soutien, en fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mhm. Bon, Aussi bon pour les bah mentors, je dirais que ouais. quand on a un Vas-y. établissement qui a une suite dans un lycée, par exemple, bah, et que les mentors vont au lycée, nous, ils revenaient tous les jeudis, tous les mardis, aider les équipes à se Mm, finaliser les programmes. Il les conseillait, voilà. Quand on peut avoir des mentors, c'est super. Mm. bon. Bah écoutez, si on n'a pas d'autres questions euh, ou remarques, quelles qu'elles soient, je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci encore à Serge et Patrice. Donc je repartagerai donc le lien du Drive dont Serge vous a parlé avec tous les documents. Vous y trouverez la vidéo de début de la présentation. Je partagerai aussi donc le support et puis la retransmission de la vidéo à côté. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes. Et Ah on oui, se bonne fête retrouve à l'année tous. prochaine. Ça marche. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.